Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptost. Je suis le professeur Chen et aujourd'hui, à notre habitude, nous allons observer les dynamiques et les comportements des utilisateurs et des participants, soit du réseau, soit du marché du Bitcoin. Cette analyse, celle que vous allez regarder aujourd'hui dans cette vidéo, est en réalité le prolongement de l'analyse qui a eu lieu il y a 2 semaines dans laquelle nous analysions le comportement des investisseurs à court terme. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo précédente dans la playlist de Cryptost sur la chaîne YouTube de Cryptost. Vous pouvez directement aller chercher la vidéo d'il y a 2 semaines qui vous renseignera davantage sur ce qu'il est en train de se passer en ce moment sur le marché des crypto-monnaies et tout le contexte comportemental des investisseurs à court terme. Donc voilà, la vidéo s'appelle « Le Bitcoin tente-t-il une impulsion haussière ?» Ça vous en dira long sur le comportement des utilisateurs du réseau et du marché du Bitcoin, notamment en ce moment. Donc pour rappeler quelques bases, en ce moment, le marché du Bitcoin est influencé beaucoup par les investisseurs à court terme, qui sont des investisseurs qui ont tendance à avoir une réaction relativement épidermique, émotionnelle, à être très sensibles au mouvement du prix. Ils ont tendance actuellement à mener la tendance à court terme sur le cours du Bitcoin, et comme nous allons le voir dans cette analyse, eh bien le Bitcoin actuellement il teste un point de pivot décisif et les investisseurs à court terme ils vont avoir un biais décisionnel hyper important, notamment du fait qu'ils sont actuellement dans un état de stress qui est assez difficile pour eux. Donc il y a pas mal de potentialités que si le marché tombe plus bas que ce qu'il est actuellement, eh bien on rentre dans une phase un peu plus difficile. Bref, tout n'est pas joué. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est parti, on va expliquer pourquoi le marché est en train de tester un support décisif pour la tendance à court terme qui va orienter le prix dans une continuation ou une invalidation de la hausse qui est en cours depuis janvier 2023. Observons rapidement le prix. Bien sûr, depuis janvier 2023, comme nous venons de le mentionner, le prix est dans une tendance haussière qui a eu un point d'inflexion au niveau des 30 000 $ en avril 2023 et entre avril, mai et juin, nous avons formé une correction. Si vous regardez la vidéo précédente, vous comprendrez qu'en fait elle est due à des vagues de prise de profit simultanées qui ont ensuite amené avec un piège des investisseurs qui ont acheté au niveau des 30 000 à une correction et une prise de perte jusqu'au mois de juin et nous sommes à peu près là, la moitié du mois de juin, le 14 juin, quand je tourne cette vidéo, à un point de pivot qui se situe entre les 25 000 et les 26 000. Et ce point de pivot, c'est pas n'importe lequel, c'est en fait le prix réalisé des investisseurs à court terme. C'est le prix moyen d'achat des bitcoins qui ont été achetés au cours des 150 derniers jours, qui sont associés aux investisseurs à court terme, qu'on appelle des STH. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que sont les STH, je vous ai mis un lien qui vous amènera directement dans le lexique de l'analyse on-chain disponible sur le site de Cryptost. Vous pourrez avoir des informations détaillées et des définitions pour mieux comprendre et mieux vous orienter à travers les métriques que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu une semaine quand même relativement, 2 semaines même, relativement tumultueuses au cours du coup des dernières semaines, parce que on a eu en fait un mouvement au niveau de certaines news, notamment en fait du fait des attaques judiciaires de la Security and Exchange Commission, donc de la SEC, l'AMF, en gros aux États-Unis, le marché, la police des marchés financiers aux États-Unis, qui a attaqué en justice Coinbase et Binance qui opèrent sur son territoire. Alors, on aurait pu penser que ces nouvelles plutôt négatives pour l'écosystème auraient provoqué une panique vendeuse sur le cours du marché du Bitcoin, ce qui ne s'est pas du tout passé. En fait, le marché, il semble avoir absorbé cette pression de vente issue de cette panique qui était au final relativement modérée, et c'est un signal qui est plutôt constructif. Je vous rappelle que lorsque nous sommes dans un marché haussier ou que nous transitons vers la fin d'un bear market vers un bull market, eh bien, les nouvelles négatives ont tendance à avoir de moins en moins d'impact sur le cours du marché. Les nouvelles négatives ont tendance à faire de moins en moins peur, à faire de moins en moins paniquer les investisseurs. C'est typiquement l'inverse lors des bear markets. Dans les bear markets, les news négatives, comme l'effondrement de Terra Luna, comme la faillite de Celsius, puis comme la faillite de FTX, mènent à des moments de très forte volatilité baissière. Les gens paniquent et les bonnes news,
on n'en a pas eu forcément énormément, ou du moins je m'en souviens plus, il a dû en avoir certaines j'imagine, et les bonnes nouvelles ont du mal à faire repartir l'enthousiasme, à faire repartir le prix du Bitcoin. Donc durant le marché baissier, les bonnes nouvelles avaient du mal vraiment à amener de l'enthousiasme, mais là nous sommes dans la conformation inverse. Les mauvaises nouvelles ont du mal à faire paniquer le marché, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement sain. Donc comme on peut le voir, le cours du Bitcoin, il a rebondi juste au niveau, juste sous le prix réalisé à court terme, qui du coup représente ce prix d'achat moyen des investisseurs à court terme. Donc c'est vraiment leur point de pivot. Quand ils sont en dessous de cette zone, ils sont en perte latente. Quand ils sont au-dessus de cette zone, ils sont en profit latent. Donc ça va vraiment être un point de pivot pour la psychologie à court terme des investisseurs. C'est hyper important. Et comme on l'a vu dans l'analyse précédente et comme on peut le voir encore aujourd'hui, historiquement, ce niveau de support, il est idéal pour la continuation d'une tendance haussière sur le cours du Bitcoin. Je vais dézoomer un peu sur les cycles précédents, histoire de vous donner une idée. Voilà. En fait, il faut savoir que du coup, cette courbe rouge, le prix réalisé à court terme, elle sert de support lors des bull markets. Voici. Encore une fois, ici on peut le voir, support lors des bull market, même durant le rebond de septembre-novembre 2021. Et il a tendance à servir par contre de résistance pendant les bear markets. Voilà, on peut le voir pendant les bear markets, à la fin du bear market de 2015. On peut aussi le voir lors du bear market de 2018-2019. Et on a pu le voir récemment au cours des précédentes analyses, en mars 2022, mais aussi en novembre 2022. Sauf que, depuis janvier 2023, ce qu'il se passe, c'est que ce prix réalisé à court terme, il sert à nouveau de support. On l'a testé la première fois en mars 2023, et maintenant on est en train de le retester, on oscille proche de cette zone. Donc si on se fie au cycle précédent, ce type de test, il a de fortes chances de favoriser une reprise de la hausse. Par contre, si les prix venaient à chuter sous ce niveau, eh bien, ça pourrait invalider la tendance à court terme du Bitcoin parce que les investisseurs à court terme paniqueraient, commenceraient à vendre à perte. Certains, évidemment, il y a tout type de comportement dans une cohorte. C'est pas forcément une prise de perte qui serait coordonnée. Il y aurait des investisseurs à court terme qui utiliseraient cette opportunité pour acheter plus de Bitcoin. Mais dans l'ensemble, la panique vendeuse serait plus forte que l'opportunité acheteuse, ce qui pourrait provoquer une correction plus appuyée, une prise de perte plus considérable qui pourrait nous faire invalider le niveau qui se situe entre 25 et 26 000 pour potentiellement nous ramener en dessous des 24 000, voire peut-être vers les 20 000. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est en train de tester cette zone. On est vraiment sur le point de pivot. La décision n'a pas encore été prise. À mes yeux, la décision devrait être prise assez rapidement parce que là, on avait vraiment un sentiment bullish depuis le début de l'année 2023. Et là, depuis avril, mai, juin, on a une détérioration temporel entre guillemets du biais haussier, c'est-à-dire que plus on fait attendre les haussiers, plus ils vont tendance à perdre confiance et à se dire mais le prix est en train de stagner. Donc c'est peut-être une très très bonne manipulation de marché pour certains qui veulent acheter plus bas et faire planer le doute. C'est pas forcément mon biais personnel ou mon avis personnel. Ce qui est intéressant, c'est juste qu'on est vraiment au niveau de cette zone, qu'on est vraiment à un point d'inflexion notable et que ce qui va se passer dans les prochaines semaines va nous orienter sur la tendance du Bitcoin. Si on passe plus bas, il est possible en fait qu'on passe une bonne partie de l'année 2023 sous les 30 000, ce qui n'est pas du tout un problème au passage. Mais si on reste au-dessus et qu'on rebondit et qu'on invalide ensuite les 30 000, et bah là probablement qu'on va aller chercher plus vers les 40 000, 50 000 et que du coup le biais haussier sera restauré et potentiellement provoquera même un mouvement de panique acheteuse, ce qu'on appelle le fear of missing out, le FOMO. Donc ça c'est pour un point de vue global de ce qui se passe sur le point de pivot actuel au niveau des investisseurs à court terme. Si on regarde de plus près maintenant la cohorte des investisseurs à court terme, parce que du coup on sait qu'elle a tendance à influencer énormément le prix du Bitcoin actuellement, on va essayer de regarder un peu leur rentabilité latente, histoire de voir à quel point ils sont stressés ou pas. Est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup de profit latent ou est-ce qu'ils sont plutôt en perte latente? Qu'est-ce qui se passe? Alors actuellement, la majorité de l'offre de Bitcoin des investisseurs à court terme, eh bien, elle est détenue avec un état de perte relativement avancé. Sur un total d'à peu près 2,64-65 millions de Bitcoin, il y a à peine 1 million d'entre eux qui est détenu avec un état de profit, donc c'est très peu. Ça veut nous dire qu'à peu près 1,64-1,65 millions de Bitcoin
sont déjà en état de perte. Il faut savoir que la majorité d'entre eux sont détenus, ont été achetés à un prix moyen de 25 800 $. Donc entre les 25 et les 26, on est vraiment sur une zone extrêmement importante. Je vous invite à cliquer sur le lien pour aller regarder le tweet que j'ai fait la semaine dernière à ce niveau. Il va vous en dire un peu plus sur la dynamique globale dans laquelle on s'inscrit actuellement. Donc dans les faits, on est à peu près actuellement à 63% de l'offre totale détenue par les investisseurs à court terme qui est en perte latente. Donc ça nous explique que les STH, les investisseurs à court terme, ils font face à un stress financier considérable. Dans ces conditions, la probabilité que les investisseurs à court terme ils paniquent rapidement s'il y a une baisse et qu'ils opèrent un mouvement de prise de perte coordonné, elles sont non négligeables. Ce que ça veut dire, c'est que si le prix baisse juste un tout petit chouïa à cause d'une news ou à cause d'une, pourquoi pas, des liquidations longues sur les marchés dérivés au bout d'un moment, n'importe quelle action du prix baissière qui nous ferait chuter sous les 25 000 par exemple, qui est quand même déjà un niveau de stress considérable, eh bien ça pourrait créer une panique vendeuse chez les investisseurs à court terme qui ont déjà la tête sous l'eau et qui ne voudront pas supporter un prix suffisamment fort. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des stop loss qui sont en dessous des 25 000 et si on vient invalider les 25 000 et aller faire une chasse au stop loss et qu'on tombe sous les 24 000, ben là, ça voudra dire qu'il y a une prise de perte considérable et du coup une pression de vente non négligeable qui va être appliquée sur les marchés et le cours du Bitcoin pourrait, à court terme, corriger davantage, ce qui n'est encore une fois pas dramatique. Nous sommes dans une phase de transition entre la fin d'un bear market et le potentiel bull market qui va venir. On peut passer, encore une fois je le répète, on peut passer toute l'année 2023 en dessous des 30 000 sans que ça remette en question la tendance à long terme du Bitcoin. Ce n'est pas du tout un problème, on est dans une phase de transition, il se peut très bien qu'on fasse un range entre les 20 000 et les 30 000 pendant tout l'été, voire même le début de l'hiver jusqu'en septembre-octobre. Je vous rappelle que le halving, il n'arrive qu'en avril-mars 2024. Tant qu'on n'est pas vers ces niveaux de prix-là, on peut aller plus bas, on peut aller plus haut. On est dans une phase de transition. Il n'y a pas besoin actuellement d'atteindre les 69 000 d'ici la semaine prochaine ou d'ici juillet. Enfin, c'est pas du tout nécessaire si on veut une action de prix saine sur le cours du Bitcoin. Ce qu'on veut, c'est une transition graduelle vers un marché haussier. Et si pour ça, il faut un peu plus de correction pour nous offrir d'ailleurs des opportunités d'achat avec un Bitcoin moins cher, eh bien ma foi, ce n'est pas un problème. Tout dépend de votre profil psychologique et de votre horizon de temps, de votre stratégie, si vous jouez à court terme ou à long terme. À court terme, ça peut être tendu pour vous. À long terme, dans tous les cas, on est positionné depuis le niveau des 16 000, on est en profil attend depuis un bon moment, si jamais ça tombe plus bas, c'est juste pourquoi pas une opportunité pour recharger et lisser encore mieux notre prix d'entrée. Donc voilà pour la condition de la rentabilité latente des investisseurs à court terme, donc leurs conditions de stress. Ils sont dans un état de stress financier considérable. Quasiment les 2/3 de toute leur position, de tous leurs avoirs en Bitcoin sont en perte latente, donc il y a de fortes chances qu'ils paniquent si jamais il y a une mauvaise news ou qu'il y a un catalyseur qui va venir faire baisser le prix du Bitcoin. Ils pourront réagir de manière très négative et vendre leur Bitcoin, ce qui peut être considéré comme une opportunité pour certains ou pour quelque chose de plutôt négatif pour d'autres. Ça dépend de comment vous vous positionnez vous. Maintenant qu'on sait que ces investisseurs à court terme sont dans un état de stress quand même important et que du coup ils vont avoir une sensibilité à la baisse quand même relativement, ils vont être sur les dents d'un certain point de vue, on peut aller regarder comment est-ce qu'ils ont réagi, quelles ont été leurs prises de décision du coup pendant les derniers jours, notamment entre la semaine dernière, le 5-6 juin, quand il y a eu l'attaque de Coinbase et de Binance par la SEC, et aujourd'hui en fait. Donc ce qu'on va regarder, c'est on va aller analyser les volumes de Bitcoin qui sont détenus en profit ou en perte par les investisseurs à court terme qui ont été envoyés vers les exchanges. En gros, si un investisseur à court terme envoie un Bitcoin en profit vers les exchanges, il y a une probabilité vraiment forte que ce soit pour réaliser un profit. Si un investisseur à court terme envoie un Bitcoin ou du moins une UTXO en perte vers un exchange, il y a quand même de fortes chances que ce soit pour réaliser une perte. Vous me suivez. Ce que je veux dire par là, c'est que les volumes en profit-perte, ils ne nous indiquent pas exactement la prise de décision des investisseurs à court terme à 100% des cas, mais ça nous donne quand même un proxy très très fidèle de la prise de décision globale de la cohorte. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est que du coup, suite aux prises de profit ici envers successives qu'on a pu avoir depuis le début de l'année 2023, la période de mai-juin,
là actuellement, elle enregistre la première vague de prise de perte réellement consistante sur le marché du Bitcoin. On avait eu une prise de perte locale quand on avait retesté les 20 000 ici, mais ça s'était très vite calmé, on voyait que c'était pas forcément graduel. Là on voit que depuis avril, mai, juin, on a des profits qui chutent, des pertes qui augmentent, on a une domination de la prise de perte, une dominance de la prise de perte qui est de plus en plus consistante. Elle a été initiée par le rejet du niveau des 30 000 $, et actuellement on est en train d'enregistrer un pic. Et ce pic il arrive pour deux choses. Il arrive premièrement parce que du coup il y a certains investisseurs à court terme qui ont pu paniquer avec les attaques de la SEC par rapport à Coinbase et Binance, qui du coup ont quand même un effet de panique sur certains investisseurs qui sont sensibles et plus ou moins résilients psychologiquement parlant. Et du coup, ce pic de perte, il coïncide aussi avec le fait qu'on est en train de tester du coup le seuil de rentabilité, le point de pivot de ces investisseurs, et du coup il y en a qui qui préfèrent quitter le marché avec une toute petite perte ou un tout petit gain. Bref, ce pic de perte là, il est important parce que du coup il nous montre qu'il y a quand même eu une légère panique, que ce soit à cause des news ou que ce soit à cause du fait qu'on soit en train de tester une zone quand même très sensible pour les investisseurs à court terme, mais en soi elle n'est pas si importante que ça, cette prise de perte, parce que là actuellement ce que vous voyez c'est un graphique qui compare en fait les volumes de Bitcoin dépensés avec l'offre totale, donc c'est un pourcentage de l'offre totale qui est dépensée. Et quand on dépasse le seuil de 0,5, ça veut dire que les investisseurs à court terme ont dépensé plus de 0,5% de l'offre totale qu'ils détiennent, qui est, je vous rappelle, à peu près au niveau des 2,6 millions de $. Quand on passe à 1, du coup, les investisseurs à court terme dépensent quasiment 1% de ces 2,5 millions de $ actuellement par jour. Donc ce que ça, en gros, va nous dire, c'est que quand on a un pic de vente qui dépasse les 0,5, on est sur une dépense qui est mineure. Quand on a un pic de dépenses qui dépasse les 1%, on est sur une dépense qui est majeure. On peut le voir ici avec les dépenses majeures de prise de perte qu'on a connues durant le marché baissier de 2022, en mai 2022 avec l'épisode Terra Luna, en juin 2022 avec l'épisode Celsius, et ensuite en novembre 2022 avec l'épisode FTX. Donc là on a vu vraiment des prises de perte très importantes. On a pu voir quelque chose de relativement similaire aussi en mai 2021 avec la panique qu'il y a eu au cours de la réglementation de l'industrie du minage dans la région du Sichuan en Chine, qui a provoqué justement une chute du prix du Bitcoin, une chute du hash rate de quasiment 50% et une délocalisation, une migration des mineurs qui étaient en Chine. Donc ces événements étaient des prises de pertes majeures. On peut voir aussi quelques prises de profit majeures pendant les phases de hausse en août 2020 ou pendant la récupération du marché après le bear market de 2019. Mais bon, voilà, c'est juste pour nous inscrire dans un contexte pour que vous compreniez en fait les proportions. Actuellement, on n'est pas du tout sur une prise de perte majeure, on est sur une prise de perte mineure, qui coïncide d'ailleurs très bien avec celle qu'on a connue en mars 2023. Hein. Donc on était à peu près à 0,5% de 0,5,6% de dépenses de l'offre totale, et là on est actuellement entre 0,5 et 0,6 encore une fois de dépenses de l'offre totale. Du coup, en termes d'échelle, c'est une prise de perte qui coïncide bien avec celle de mars 2019, et ça nous indique une chose, c'est qu'une partie du groupe a déjà épuisé sa pression de vente potentielle, une partie du groupe a déjà vendu, a déjà pas capitulé, mais a déjà quitté le marché, alors qu'on avait un événement, une news relativement négatif, et qu'en plus on a eu du coup un test de la rentabilité des investisseurs à court terme, où du coup ils étaient potentiellement dans une perte latente minime. On a vu avec ce graphique, avec ce pic récent, qu'il y a eu une réaction de vente des investisseurs à court terme face à l'actualité récente sur le marché du Bitcoin. Et pourtant, le prix du Bitcoin n'est pas allé chercher plus bas. On tient toujours au niveau des 25 000, 26 000. Donc c'est quand même relativement constructif de savoir qu'il y a eu une prise de perte, qu'elle n'est pas si forte que ça, et qu'en plus, alors qu'elle aurait eu une chance de pouvoir faire chuter le prix, parce que du coup c'est des dépôts qui sont faits sur les marchés spot, du coup ça influence l'index du prix des marchés spot, et bien ça n'a pas fait plonger le prix du Bitcoin. Donc c'est quand même, à mes yeux, un indice de la résilience du marché au niveau actuel. C'est quand même relativement sain. Donc ça, c'était l'ensemble de ce que je voulais vous présenter pour les investisseurs à court terme. Dans l'ensemble, ils sont dans un état de stress financier considérable, mais ils réalisent des pertes qui sont quand même minimes. Donc on peut sentir qu'il y a quand même un sentiment de hodling, qu'ils n'ont pas tous envie de vendre, ils n'ont pas envie d'être forcés à vendre actuellement. Et tant qu'on reste au-dessus de leur prix réalisé, ou du moins au niveau de leur prix réalisé, entre les 25 et les 26, on devrait être dans une zone où ça devrait aller. Par contre, si on descend en dessous des 25, ça va probablement compliquer le tableau de manière considérable.
Donc ça, c'était pour la première partie de notre analyse, observer un peu et faire un parallèle avec ce qu'on avait vu là, il y a 2 semaines par rapport aux investisseurs à court terme. C'est donc un suivi de cette cohorte qui a une influence notable sur le cours du Bitcoin en ce moment. Elle est tendue, mais elle tient bon. Pour l'instant, les dépenses sont encore mineures, mais il faudra pas non plus trop les stresser, trop les secouer, sans quoi ils vont bien finir par lâcher à un moment ou à un autre. Dans la deuxième partie de notre analyse, on va voir ça tout de suite, il y a pas mal de gens sur Twitter qui ont commenté le fait qu'il y avait des flux notables des mineurs vers les exchanges en ce moment. En gros, ce qui s'est passé sur Twitter au cours du mois d'avril-juin, là, c'est qu'il y a des personnes qui ont dit « Oulala, mais les mineurs, ils sont en train de dépenser plein de bitcoins vers les exchanges. Est-ce que c'est pas un signe de méfiance des mineurs? Est-ce qu'ils sont pas en train de paniquer? Est-ce que, du coup, ils vont pas vendre et faire tomber le marché ?» Alors, pour ceux qui se rappellent de l'analyse d'il y a un mois, on avait, au cours de notre dernière analyse de la condition des mineurs, établi que la situation financière des mineurs, elle s'était quand même bien rétablie en 2023, que l'activité de minage, elle était quand même de nouveau rentable et que du coup, les mineurs en soi, ils n'étaient pas dans un état de stress considérable et qu'ils n'avaient pas d'incitation à la vente en ce moment. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire l'analyse, vous avez qu'à cliquer sur le lien ici et vous tomberez directement sur l'article d'analyse complet sur le site de Cryptost. Donc, malgré le fait qu'on sache que les mineurs vont mieux et que du coup, ils n'ont pas d'incitation à vendre, surtout pas à faire de la prise de perte en ce moment, mais que les prix sont encore trop bas pour qu'ils réalisent vraiment des profits considérables, donc c'est pas intéressant pour eux aujourd'hui de vendre sans faire du x2, du x3, aujourd'hui ils vendent peut-être à 20% de profit, c'est pas hyper intéressant historiquement pour les mineurs, et bien on se rend compte que les données, elles indiquent quand même qu'il y a des flux sortants qui sont records, hein, voilà, donc on a eu des flux qui ont dépassé la prise de profit qu'on avait connue le 27 décembre 2020, donc on avait eu un flux des mineurs vers les exchanges de quasiment un peu plus de environ 2100 bitcoins en une journée. Ça avait été une prise de profit considérable pour les mineurs. Ils avaient quasiment fait du x4, du x5 sur leur investissement, sur la valeur à laquelle ils avaient miné leur bitcoin. Donc ça, c'était vraiment le flux record qu'on avait connu au cours des dernières années. Et là, on a 3 flux entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin qui sont venus défoncer ce record. Le 31 mai, on a eu des sorties des portefeuilles des mineurs qui sont allés être déposés sur les exchanges de 2080 bitcoins. Le 3 juin, c'était 2606 bitcoins qui quittaient les mineurs pour aller vers les exchanges. Et le 8 juin, c'était 1525 bitcoins qui suivaient le même chemin. Donc ça représente quand même des volumes relativement élevés par rapport aux années précédentes. Et c'est quand même quelque chose qui est considérable. Donc si on le regarde juste comme ça, au premier abord, on peut se dire « Oulala, je suppose que les mineurs sont en train de vendre, ils n'ont pas confiance. » C'est quelque chose qui a été exprimé sur Twitter et qui du coup a pu faire peur à certains. Eh bien on va se rendre compte aujourd'hui, avec des graphiques très simples, hein, et que c'est pas du tout le cas. Si on s'intéresse un peu aux mineurs, on sait, et certains d'entre vous le savent potentiellement, que Poolin est une des pools de minage qui est en plus grande difficulté depuis un moment. La principale entité d'ailleurs qui est concernée par les dépenses qu'on a vues juste avant, c'est cette pool de minage de Poolin. Mais avant de vous prouver cela et de vous expliquer, je vais d'abord faire un peu de contexte, histoire de justement vous expliquer pourquoi Poolin est responsable de ces dépenses actuellement. Il faut savoir que Poolin, c'est une pool de minage qui, pendant le bull market de 2021-2022, c'est aussi impliqué dans des activités de yield farming dans le secteur de la DeFi. Donc vous pouvez cliquer sur ce petit lien pour avoir plus d'infos, un article qui vous détaillera bien la chose. Sauf que elles n'ont pas arrêté en fait avec le bear market. Et donc elles se sont pris toute la chute de la DeFi, toute la chute et la purge de levier sur la DeFi pendant le marché baissier de 2021-2022. Ils ont subi des pertes larges au niveau financier. Et donc cette exposition à la DeFi est combinée avec la chute de la rentabilité de l'activité des mineurs, qui a été encore une fois documentée lors de notre analyse de la situation financière des mineurs, je vous invite encore une fois à la lire, vous comprendrez mieux ce qui se passe, et bien, si on combine ces deux facteurs, le fait que son exposition à la DeFi lui a fait perdre énormément d'argent, des millions, et qu'en plus il y avait une chute de la rentabilité de l'activité de minage, et ça a forcé Poolin à suspendre les retraits de son wallet en septembre 2022. Et à ce moment-là, quand Poolin a suspendu les retraits, il y a une perte de confiance massive envers cette pool de minage. Les mineurs particuliers qui font partie d'une pool de minage
ceux qui voulaient ensuite retirer leur retrait, enfin, tous les utilisateurs de Poolin, ou du moins une grande partie des utilisateurs de Poolin, ont redirigé leur hash rate et leur intérêt vers une autre plateforme, et on a pu voir une chute des revenus de Poolin qui était vraiment considérable. Hein. Donc vraiment, ils sont descendus à des chiffres astronomiques. Hein. Faut savoir que du coup, à leur pic, ils étaient quasiment à 170 bitcoins de revenus par jour, que ce soit oui, seulement avec les récompenses de blocs, je compte même pas les frais de transaction, donc on était à peu près à 170%, enfin 170 bitcoins par jour, c'est énorme, et il représentait quasiment 18% du hash rate total, et actuellement là, on est à 15, donc on était entre 15 et 20 bitcoins par jour de revenus, donc ça a été divisé par quasiment 10, et le hash rate, la part relative du hash rate estimée pour Poolin, c'est 2%. Donc on a eu une division quasiment par 10, grosso modo, des revenus et du hash rate de Poolin depuis le bull market de 2021, et encore plus, on a vraiment vu une chute dramatique en août-septembre 2022 quand ils ont décidé à ce moment-là, à cause de problèmes de liquidité, de suspendre les retraits de leur wallet. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ils ont vraiment une perte de confiance énorme, et actuellement, du coup, ils représentent entre 1% et 2% du hash rate global. Leurs revenus, ils ont chuté de 90%, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils sont dans une difficulté financière considérable, et eux, ils veulent liquider une partie de leur bitcoin, une partie de leurs actifs, pour soit rembourser leurs clients, soit continuer leurs activités, mais dans tous les cas, ils avaient des réserves de bitcoin, et là ils sont tranquillement pas vite en train de diminuer et de vendre. J'ai pas le graphique pour vous le montrer, mais j'ai les données en tête. Au niveau de septembre, ils avaient les réserves de Poolin étaient quasiment à 26 000 bitcoins. Actuellement, on est à peu près à 7 000 bitcoins, donc on a quand même bien baissé. On a été divisé par plus de 3 sur les réserves totales qui étaient associées à Poolin. Et ça, du coup, on va pouvoir le prouver, parce que dans ce contexte où Poolin cherche à liquider une partie de son capital, ça donne lieu à des flux sortants qui ont été identifiés. Si on compare le graphique des flux sortants de Poolin vers Binance avec le graphique des flux totaux de tous les mineurs vers tous les exchanges, et bah on a exactement les mêmes valeurs, ou du moins des valeurs extrêmement similaires. On se rend compte qu'en fait, les bitcoins qui ont été mobilisés par Poolin, ils représentent quasiment 95% du volume total des mineurs vers les exchanges depuis un bon moment d'ailleurs. Hein. Il suffit d'observer un peu le graphique pour se rendre compte que la Poolin, en fait, il représente une grande partie, depuis 2021, il représente une grande partie des dépenses des mineurs vers les exchanges. C'est d'ailleurs curieux parce que on se rend compte que Poolin, il passe pas par des exchanges OTC comme BSR ou par Kraken OTC, ils choisissent de l'envoyer sur Binance. Donc ça, c'est pas quelque chose que je vais expliquer aujourd'hui, mais juste pour vous montrer rapidement que Poolin dépense énormément de Bitcoin, et que les dépôts des mineurs sur les exchanges qu'on a pu voir dans les graphiques précédents, ils sont à 95% associés à Poolin. En le regardant de plus près, on comprend bien qu'ils sont directement liés à ce qu'on a vu plus haut, hein, parce que du coup, le 31 mai, on a un transfert de 2010 bitcoins, le 30 juin, on a un transfert de 2551 bitcoins, et le 8 juin, on a un transfert de 1210 bitcoins. Voilà, c'est grosso modo les valeurs qu'on a pu évaluer ici, juste avant, sur les flux des mineurs vers les exchanges. Donc ça nous indique deux choses. Ça nous indique déjà que du coup, Poolin est bien en train de liquider une partie de son capital, et ça nous indique surtout que l'hypothèse selon laquelle certains mineurs seraient en train de vendre par manque de confiance dans la tendance du Bitcoin, eh bien cette hypothèse est fondamentalement invalidée. C'est pas des mineurs qui sont en train de paniquer ou qui sont dans un état financier compliqué, c'est surtout Poolin qui est en train de galérer parce qu'ils ont fait des décisions d'investissement un peu qui sont pas forcément recommandables, ou du moins qui étaient risquées pendant le bull market de 2021. Ils sont fait entre guillemets rect pendant le bear market de 2021-2022, et là actuellement ils sont en train de payer les pots cassés, et pour ça ils doivent liquider une partie de leur bitcoin, et ça ils le font en envoyant des bitcoins de leur portefeuille on-chain vers des exchanges, ce qui est visible. C'est pas tout le temps que les flux des mineurs, quand ils vont vendre des bitcoins, sont visibles. Encore une fois, on passe souvent par l'OTC, mais là, eux, ils sont passés directement par les portefeuilles de Binance, ce qui a fait une trace on-chain, ce qui a été interprété comme certains par un manque de confiance des mineurs, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est juste Poolin qui galère en ce moment. Donc voilà qui fait le tour pour ce deuxième point. Donc c'était important pour moi d'essayer de démystifier un peu cette dynamique, parce qu'elle a été assez relayée récemment, et en fait c'était un peu de la désinformation. Donc je voulais remettre un point de vérité, un point de lumière sur ce sujet.
Donc dans l'ensemble, pour résumer cette analyse on-chain, le marché du Bitcoin, il teste actuellement un point de pivot décisif qui va orienter la tendance à court terme du Bitcoin, soit vers une continuation de tendance, soit vers une invalidation de la hausse qui est en cours depuis janvier 2023. Les pertes latentes des investisseurs à court terme, elles représentent quasiment 2/3 du total des bitcoins détenus par ce groupe. Ça nous indique qu'ils sont quand même dans un état de stress financier considérable, mais pour autant, ça n'a pas suffi à faire plonger le prix du bitcoin et les investisseurs à court terme, ils ont réalisé une prise de perte plutôt modérée, une dépense plutôt mineure au cours des derniers jours, donc ils ont quand même un état de résilience globale qui est encourageant. Évidemment, on reste dans un état d'alerte parce que le stress financier est toujours présent, mais pour l'instant, les investisseurs à court terme réagissent de manière relativement calme et il n'y a pas de panique palpable réellement, alors même qu'on est allé qu'on a testé leur prix réalisé moyen et alors même qu'il y a eu des news complètement qui peuvent faire peur en fait au niveau de Binance et au niveau de Coinbase la semaine dernière. Donc la semaine dernière a vraiment été un test psychologique qui a été remporté par les mineurs. Pour l'instant, on va bien. C'est important à dire. Ça veut pas dire qu'on va aller bien dans une semaine ou que même demain le prix du Bitcoin ne peut pas casser les 24 000. Moi je fais pas de la prédiction sur cette analyse, je vous explique juste actuellement ce qu'il se passe. Et actuellement, alors qu'on est en train de stresser de manière considérable les investisseurs à court terme, ils réagissent de manière relativement résiliente. C'est un constat relativement constructif et je suis pas serein, mais je suis satisfait de voir que cette cohorte, pour le moment, ne panique pas. Donc c'est quand même un point qui est relativement positif et qui mérite d'être soulevé. Enfin, les récentes dépenses des mineurs, elles sont pas du tout associées à un manque de confiance dans la tendance du Bitcoin, comme on a pu le voir. Elles sont associées à la liquidation d'une partie des actifs de la pool de minage Poolin, qui est dans une difficulté assez importante en ce moment, et qui du coup est en train de liquider des bitcoins, et ça se voit on-chain parce qu'il passe pas par des exchanges OTC. Voilà pour cette analyse on-chain, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, vous pourrez retrouver le thread récapitulatif de cette analyse on-chain ici, sur Twitter. Bien sûr, vous aurez directement le lien ici dans le tableau de bord, directement sur Glassnode. Donc vous avez ici le petit thread récapitulatif, vous avez l'analyse on-chain poussée ici qui est disponible sur le site de Cryptost. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours aller regarder les autres vidéos sur la chaîne YouTube de Cryptost. Bien sûr, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si vous le souhaitez pour être notifié des nouvelles vidéos. Et encore une fois, je vous propose et je vous invite à nous rejoindre sur Cryptost Research où vous pourrez avoir des informations encore plus importantes, avoir des privilèges, notamment des rapports crypto hebdo sur l'analyse technique, l'analyse on-chain, l'analyse fondamentale, des vidéos quotidiennes avec Vincent Gann, vraiment il y a une pléthore d'informations avec même de la mise en pratique sur des stratégies DeFi concrètes, des airdrops, du staking, du swapping, peu importe, vous avez même une communauté privée pour chatter et échanger à tout moment avec nous, l'équipe de Cryptost Research, mais aussi la communauté qui a énormément d'informations riches que même nous ne détenons pas. Notre idée c'est de mettre en commun toutes nos compétences et toutes nos connaissances pour grandir et apprendre ensemble. Et bien sûr, vous avez même une librairie pour stocker toute l'information. Moi, j'appelle ça personnellement la bibliothèque d'Alexandrie Crypto. C'est-à-dire que vraiment, on a la librairie avec, à mes yeux, le plus de contenu français en alpha de toute la France. Vraiment, que ce soit sur l'analyse technique, on-chain ou fondamentale, on a tellement d'infos, je sais plus quoi en faire. J'aurais pas assez de temps dans toute ma vie pour tout digérer, je pense, tellement il y a des choses intéressantes. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, je vous invite d'ailleurs à utiliser un petit lien promo ici, à Prof20. Donc vous pourrez avoir 20% sur votre premier mois, que ce soit sur la formule newsletter ou que ce soit sur la formule d'abonnement à notre groupe Discord. Donc n'hésitez pas, c'est des informations qui sont pertinentes, c'est un groupe qui vous veut du bien. Je vous invite à nous rejoindre et moi ça me fera plaisir. Et sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pourrez la retrouver du coup au format tweet, au format site internet, article sur internet, sur le site de Cryptost, et vous pourrez retrouver cette vidéo évidemment avec ce tableau de bord qui sera disponible dans les liens de la description. C'était le Prof Chen, j'espère que vous en avez davantage sur le marché du Bitcoin aujourd'hui encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.